Ces dernières années, les analystes militaires tirent la sonnette d'alarme concernant la menace croissante que représente la Chine pour la domination des États-Unis en mer. Il est certain qu'à bien des égards, la Chine a rapidement comblé un fossé autrefois immense en matière de puissance navale. En tirant parti de sa capacité de production surdimensionnée, la marine chinoise, la Plane, possède désormais plus de navires en service que les États-Unis et surpasse largement les États-Unis en termes de production. Mais il y a un domaine maritime où il n'y a aucun débat sur celui qui détient un avantage incontestable, les sous-marins. Et le vainqueur dans cette catégorie, ce sont les États-Unis. Alors, voyons pourquoi le statu quo dans les profondeurs océaniques reste si fortement en faveur des États-Unis, et pourquoi cela rend finalement la Chine impuissante face à la marine américaine. D'abord, les États-Unis conservent un avantage numérique important dans cette catégorie. Début 2026. Les États-Unis disposent d'un total de 66 sous-marins, tous à propulsion nucléaire. La Chine ne possède que 12 sous-marins à propulsion nucléaire, en plus d'au moins 46 sous-marins à propulsion conventionnelle diesel électrique. Les sous-marins à propulsion nucléaire sont, bien sûr, beaucoup plus performants que les sous-marins diesel électriques, offrant une portée, une furtivité et une puissance offensive bien supérieure. Donc, même si la Chine possède presque autant de sous-marins, la flotte nucléaire des États-Unis offre un profil de mission beaucoup plus large et, comme nous allons le voir dans un instant, une puissance de destruction infiniment supérieure. En plus de cela, les sous-marins américains disposent au total d'environ 1168 systèmes de lancement vertical ou VLS pour le lancement de missiles. Mais, comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'écart entre les deux flottes se réduit. Selon l'Institut international d'études stratégiques, ou IISS, la Chine a dépassé les États-Unis pour la première fois en matière de production annuelle de sous-marins nucléaires entre 2021 et 2025. Pendant cette période, la Chine a lancé 10 sous-marins nucléaires, totalisant 79 000 tonnes contre 7 sous-marins lancés par les États-Unis, pour un total de 55 000 tonnes. Au cours de la période précédente de 4 ans, de 2016 à 2020, les États-Unis en ont produit 7, tandis que la marine chinoise n'en a produit que 3, ce qui souligne l'ampleur du changement dans les volumes de production. Mais les chiffres de base ne racontent pas toute l'histoire. C'est rarement le cas. Parmi les 65 sous-marins actifs des États-Unis, 14 sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou SNLE, et 51 se répartissent entre des sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière, ou SSGN, et des sous-marins nucléaires d'attaque, ou SNA. La Chine ne possède que 6 SNLE et 6 SNA. Maintenant, si nous en arrivons un jour à la catastrophe d'une guerre nucléaire totale, cette différence sera cruciale. Pour une véritable dissuasion nucléaire, ce qu'il faut, ce sont des missiles balistiques intercontinentaux, à longue portée, ou ICBM. En plaçant des ICBM nucléaires sur des SNLE dans des endroits stratégiques partout dans le monde, une nation peut garantir sa capacité à lancer des frappes de représailles dévastatrices, même si tout sur le territoire national a été détruit. Le fait est que les 6 SNA chinois ne peuvent pas tirer d'ICBM, ou plutôt de SLBM, l'équivalent lancé depuis un sous-marin. Les SNA sont conçus pour des missions tactiques, pas stratégiques, et sont principalement équipés de missiles de croisière conventionnels et de torpilles, pas de missiles nucléaires ultra-longs portée et ultra-lourds. Cela limite sévèrement leur portée et leur utilité en tant que moyen de dissuasion nucléaire par rapport aux SNLE. Et les 6 SNLE de la Chine ne suffisent tout simplement pas à couvrir tous les océans du monde, même s'ils étaient au même niveau que ceux des États-Unis, ce qui, comme nous allons le voir dans un instant, n'est pas le cas. Maintenant, les sous-marins, en particulier les SNLE de grande taille et technologiquement complexes comme la classe Ohio des États-Unis, nécessitent un entretien approfondi et un suivi technique constant. Sur les 14 SNLE de classe Ohio des États-Unis, 10 à 12 sont généralement disponibles opérationnellement, à tout moment. Chacun dispose de 2 équipages, bleu et or, qui se relaient lors de patrouilles de 77 jours, suivies de 35 jours en port. Le fait que les États-Unis en aient 14 à leur disposition permet une dissuasion pratiquement continue en mer, avec généralement 4 à 6 SNLE déployés dans le monde à tout moment. Les sous-marins chinois sont confrontés à la même nécessité de longs séjours à quai entre les déploiements. Il est donc probable que seuls 2 à 3 sous-marins soient opérationnellement actifs à tout moment. Si on les élimine, la dissuasion nucléaire sous-marine de la Chine ne sera plus qu'un souvenir.
En plus de son avantage numérique doublé en nombre de SNLE en mer, les États-Unis ont également un ou deux de leurs sous-marins nucléaires, lanceurs de missiles de croisière de classe Ohio, en mer à tout moment. Ces sous-marins ont la remarquable capacité de rester en mer pendant de longues périodes. Un SSGN, l'USS Florida, est resté célèbrement en mer pendant 727 jours, soit presque 2 ans, grâce à la rotation des équipages et au ravitaillement à l'étranger. Désormais, la supériorité numérique des États-Unis leur donne un net avantage sur la Chine concernant le nombre de lieux d'où ils peuvent attaquer discrètement. Les sous-marins d'attaque américains ont aussi une puissance de feu bien supérieure. Les 6 SNLE de type 094 ou classe Jin de la Chine peuvent transporter jusqu'à 12 SLBM chacun, ce qui donne une capacité totale de 72 SLBM pouvant être lancés simultanément. On estime que chaque SLBM transporte 35 ogives nucléaires par missile. Cela donne à la Chine une charge utile totale de SLBM comprise entre 216 et 360 ogives nucléaires. En comparaison, les 14 SNLE de classe Ohio des États-Unis peuvent transporter jusqu'à 20 SLBM Trident II D5 chacun. Ils étaient initialement conçus pour transporter 24 SLBM dotés d'ogives multiples à ciblage indépendant, mais ce nombre a été réduit conformément aux termes du nouveau traité STARK. Ce traité a été laissé expirer par l'administration Trump, malgré les tentatives de la Russie pour le prolonger, alors qu'un nouvel accord aurait pu être négocié. Avec les États-Unis sous Trump semblant avoir complètement abandonné la notion de contrôle des armements, il est possible que nous voyions la capacité d'emport de SLBM des SNLE américains augmenter dans un avenir proche. Cependant, pour l'instant, les sous-marins peuvent transporter 20 missiles Trident chacun. Chaque missile Trident 2 D5 peut emporter jusqu'à 8 ogives nucléaires indépendamment manœuvrables. Cependant, les charges actuelles sont estimées à 4 à 5 ogives par missile, pour des raisons opérationnelles et de conformité au traité. Cela signifie que les États-Unis déploient entre 1120 et 1400 ogives nucléaires à tout moment, soit 3 à 4 fois plus que la Chine. Donc, rien qu'en termes de chiffres, la Chine devrait doubler sa flotte de SNLE et quadrupler sa puissance de feu pour égaler les États-Unis. Ce qui signifie qu'ils devront augmenter considérablement leur nombre d'ogives nucléaires. Le stock d'ogives nucléaires de la Chine est estimé entre 600 et 700. Les experts prévoient que ce nombre atteindra environ 1000 d'ici la fin de la décennie, mais cela reste bien en deçà du stock des États-Unis. Les États-Unis disposent d'environ 3700 ogives nucléaires prêtes à l'emploi, en excluant les 1477 qui sont en cours de démantèlement. Les États-Unis disposent d'environ 1770 ogives nucléaires déployées et de 1930 supplémentaires en réserve. Seule la Russie en a plus, et la différence est faible. La Chine a beaucoup de retard, mais elle fait des efforts. Maintenant, certains experts prédisent qu'en raison de son grand avantage en capacité de construction navale, la Chine atteindra la parité numérique, voire la supériorité dans ce domaine, au cours de la prochaine décennie. La Chine possède aujourd'hui une capacité de construction navale, 230 fois supérieure à celle des États-Unis, et l'écart continue d'augmenter chaque année. Ce n'est pas parce que vous construisez plus de sous-marins qu'ils rivalisent. L'expérience ne s'achète pas, et les États-Unis en ont bien plus. La flotte actuelle reflète des décennies de prouesses en ingénierie et de prévoyance stratégique, portée par un arsenal entièrement à propulsion nucléaire qui domine le domaine sous-marin. La flotte actuelle comprend des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, des sous-marins lanceurs d'engins de classe Ohio vieillissants mais toujours parmi les meilleurs au monde, ainsi qu'un petit nombre de sous-marins de classe Seawolf exceptionnellement avancés, et une importante flotte de sous-marins de classe Los Angeles vieillissants. De tout nouveaux sous-marins lanceurs d'engins de classe Columbia, à la pointe de la technologie, sont en cours de développement, avec un premier bâtiment dont la livraison est désormais prévue plus tard dans cette décennie. Comme nous l'avons évoqué, les sous-marins de classe Ohio transportent jusqu'à 20 missiles Trident II, D5, chacun équipé de plusieurs véhicules de rentrée indépendamment ciblables, ou MIRV, capables de frapper des cibles à 12 000 km de distance. La classe Virginia, qui déploie désormais sa configuration Block 5, intègre un module de charge utile Virginia de 25 mètres, augmentant sa capacité de missile Tomahawk à 40 par sous-marin. C'est une puissance de feu considérable, mais c'est leur technologie inégalée qui les distingue vraiment, en particulier en ce qui concerne la furtivité et l'acoustique. La classe Virginia utilise des propulseurs à pompe hélice et des revêtements de coque anéchoïque pour atteindre des niveaux de bruit inférieurs à 100 décibels. C'est pratiquement le niveau de bruit de fond ambiant de l'océan.
ce qui en fait un fantôme même pour les hydrophones les plus sensibles. Mais de l'autre côté, il est équipé d'un ensemble sonar ANBQQ DIC5, associé à de grands réseaux d'étraves à large ouverture et à l'antenne remorquée TB29A. Il peut traiter les données acoustiques avec une telle fidélité qu'il peut distinguer les sons de rotation d'un arbre de sous-marin, des chants de baleines, à des distances dépassant 50 000 nautiques. Les sous-marins chinois n'égalent pas la performance de ceux des Américains, et cela ne changera pas de sitôt. Mais ils tentent. Les sous-marins chinois de type O-93B ont progressé par rapport à leurs prédécesseurs bruyants de la classe O-91 Han, en incorporant un amortissement de l'arbre et une coque en forme de goutte d'eau, pour réduire le bruit à un niveau respectable de 120 décibels. La classe Yuan va encore plus loin, utilisant la propulsion anaérobie, ou AIP, pour atteindre des niveaux de bruit autour de 110 décibels. Ces tuiles anéchoïques, issues d'une rétro-ingénierie de modèles russes de la classe Kilo, atténuent également les retours sonars de manière un peu plus efficace que les anciens modèles. En fin de compte, les sous-marins américains peuvent toujours détecter même les sous-marins chinois les plus silencieux, à des distances importantes, souvent avant d'être eux-mêmes détectés. Les capacités de détection sous-marine de la Chine, bien qu'elles s'améliorent, restent encore en retard en termes de portée et de fidélité. Maintenant, lors d'un affrontement entre sous-marins, la détectabilité est inversement proportionnelle à la survivabilité. En résumé, si on peut vous entendre, on peut aussi vous toucher, et inversement. La supériorité technologique des États-Unis signifie que les sous-marins chinois sont tout simplement beaucoup plus faciles à trouver et à toucher, et la Chine est, à ce stade, impuissante à y changer quoi que ce soit. Si vous cherchez des reportages et analyses factuelles sur les affaires militaires, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à The Military Show pour rester informé des principales actualités militaires et de ce qu'elles signifient. L'avantage sous-marin dont bénéficient les États-Unis grâce à des sonars et des capteurs supérieurs est renforcé par l'interopérabilité réseau supérieur de la flotte américaine. Le système de combat ANBIG-1 à bord des sous-marins de la classe Virginia fusionne les données provenant d'une large gamme de sources, y compris les satellites, les drones MQ-4C, Triton et les avions P-8, Poséidon, permettant ainsi une planification des missions et une désignation des cibles plus éclairées. Cela confère aux sous-marins américains un avantage décisif, leur permettant d'opérer avec une bien meilleure conscience situationnelle que leurs adversaires, même si les mises à jour en temps réel sont limitées en immersion totale. Cette connectivité poussée s'étend aux groupes aéronavals, où les sous-marins agissent comme des éclaireurs avancés. Ici, leur tâche consiste à relayer des communications radio cryptées via leur mât OE 538, afin de coordonner les moyens de surface, comme les destroyers de la classe Harley Burke. En mer de Chine méridionale, cette approche en réseau permet aux sous-marins américains de se coordonner avec des hélicoptères de lutte anti-sous-marine, ou ASW, qui larguent des bouées acoustiques, AN, SSQ-62, pour trianguler les positions des sous-marins chinois. Ce faisant, la marine américaine compense les eaux peu profondes de la région, qui dispersent le son, qui pourrait autrement compliquer considérablement les opérations sous-marines dans des eaux moins profondes. Nous en reparlerons dans un instant. Mais ce niveau avancé d'interopérabilité et de domination multidomaine témoigne de l'expérience incomparable des États-Unis en matière de guerre sous-marine. Les États-Unis perfectionnent ces tactiques depuis des décennies, tandis que la Chine commence seulement à les développer aujourd'hui. Encore une fois, c'est une question d'expérience qui doit être acquise, pas achetée. Les États-Unis ont maîtrisé la guerre anti-sous-marine pendant la guerre froide, des décennies durant lesquelles la Chine était frappée par une pauvreté extrême et son armée était en lambeaux. Pour les États-Unis, traquer les menaces des sous-marins soviétiques de classe Alpha et Akula à travers le passage Geyuk de l'Atlantique a exigé des innovations comme le réseau d'hydrophones Soyuz et un entraînement intensif. Les compétences des équipages pour interpréter de faibles signaux tonals au milieu de couches thermiques denses ont été affinées dans des établissements de longue date comme l'école navale des sous-marins de Gradon. L'école de Gradon a été fondée en 1916. Cela fait 110 ans, ce qui montre à quel point les États-Unis maîtrisent depuis longtemps l'art de la guerre sous-marine. Plusieurs autres centres de formation pour sous-mariniers ont ensuite vu le jour, en particulier le Centre de formation des sous-marins du Pacifique, ou NSTCP, à Pearl Harbor, Hawaï, le Centre d'apprentissage des sous-marins de Norfolk, ou SLFN, à Norfolk, Virginie, ainsi que les centres de formation Trident à Kings Bay, Géorgie, et à Bangor, Washington. Un centre de formation pour le personnel des sous-marins est en développement à Danville, Virginie. En revanche, la Chine ne possède qu'une seule académie principale de formation des sous-mariniers,
l'Académie navale des sous-marins, ou NSA à Qingdao. Elle a été fondée en 1953, soit près de 4 décennies après la première académie de sous-marins des États-Unis, bien qu'elle ait connu ces dernières années une expansion majeure, notamment avec l'ouverture d'un nouveau campus vers 2016. Le résultat net est que la Chine est arrivée très tard dans ce domaine par rapport aux États-Unis, et qu'elle est encore en train de rattraper son retard. Le sous-marinier chinois moyen aujourd'hui a environ 10 ans d'expérience, alors qu'aux États-Unis, c'est entre 15 et 20 ans. Et cette expérience s'est accumulée. À la fin de la guerre froide, les États-Unis dominaient largement les soviétiques sous la mer, une situation qui perdure avec la Russie aujourd'hui. Après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide à la fin des années 1980, cette expertise sous-marine s'est tournée vers des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou ISR. Les sous-marins de classe Los Angeles patrouillaient dans le golfe Persique lors des opérations Tempête du désert et Liberté irakienne, interceptant des communications et lançant des missiles Tomahawk. Par la suite, les sous-marins de classe Virginia ont suivi de près les sous-marins iraniens au début des années 2020. Durant cette période, ces missions de combat ont été sans cesse renforcées par un entraînement rigoureux. Des exercices à grande échelle comme le RIMPAC voient régulièrement les sous-marins nucléaires d'attaque américains opérer aux côtés des marines alliés dans des scénarios complexes de lutte anti-sous-marine, affinant les tactiques pour de futurs engagements côtiers dans le Pacifique contre la Chine. Et cela pourrait s'avérer vital lors d'un affrontement militaire majeur avec la Chine. Les opérations en eau peu profonde et zones littorales sont un domaine où l'écart de capacité sous-marine entre les États-Unis et la Chine est moins marqué. Dans les opérations en haute mer ou en eau profonde, aucune marine n'arrive à la hauteur de celle des États-Unis. En plus de sa flotte inégalée de porte-avions, de destroyers et de sous-marins, les États-Unis disposent également d'un réseau de bases et d'installations militaires bien plus vastes, réparties à travers toute la planète. Les quelques 750 à 800 bases américaines ne laissent pas seulement toutes les puissances militaires actuelles loin derrière. C'est le plus vaste réseau militaire de l'histoire, surpassant largement la présence militaire étrangère de toute autre nation. Le rival le plus proche est le Royaume-Uni, avec environ 145 installations militaires à l'étranger. La France et la Turquie en ont chacune entre 30 et 50. La Russie en compte environ 52, tandis que la Chine en possède 29. Mais les installations russes sont principalement situées dans les républiques d'Asie centrale voisines et au sud, en Syrie et en Arménie. Les forces de la Chine sont également concentrées à proximité, avec seulement ses bases à Djibouti et à Cuba, situées dans des régions éloignées du monde. En revanche, les États-Unis sont littéralement partout, dans chaque recoin de chaque continent du globe. Alors que la plupart des Marines visaient la défense locale, la marine américaine a été conçue pour projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Selon la plupart des sources, la Chine développe activement sa marine, pour en faire une flotte de haute mer, capable de rivaliser avec la marine américaine à l'échelle mondiale. Ou, à défaut, protéger sa vaste flotte de cargos dans le monde. Si le transport maritime mondial poursuit sa chute vers l'anarchie et la piraterie. C'est une évolution récente dans la doctrine militaire chinoise, et il faudra probablement plusieurs décennies pour commencer à combler le retard. Jusqu'à récemment, la flotte chinoise était principalement axée sur la défense de ses eaux, la contestation de la supériorité de la marine américaine et l'invasion de Taïwan, et non sur la projection de la puissance navale à l'échelle mondiale. Depuis seulement 1 ou 2 décennies, la Chine est passée d'une logique de défense côtière à une logique de projection de puissance. Et dans cet objectif de se défendre contre une possible agression américaine, la Chine a montré à de nombreux experts, et leurs simulations de guerre ont démontré que malgré son infériorité, la flotte de sous-marins chinoise pourrait être assez efficace. Bien qu'il n'ait pas l'acoustique avancée, les capteurs et la puissance de feu des sous-marins nucléaires américains, les sous-marins diesel électriques chinois pourraient surprendre une flotte américaine attaquante. Les armes qu'ils utilisent ne sont peut-être pas au même niveau que celles des États-Unis, mais elles restent tout de même très puissantes. Le missile de croisière anti-navire YJ-18 vole à Mach 3, soit environ 3700 km/h, avec une portée de 540 km. Sa phase finale en vol rasant au-dessus de la mer pourrait poser un défi aux défenses Aegis américaines. Les SLBM JL-3 de la classe Jin transportent des MIRV, renforçant la dissuasion nucléaire, tandis que la torpille U-6, inspirée de la torpille américaine MK-48, délivre une ogive de 200 kg sur une distance de 45 km. Toute cette puissance est inutile si les sous-marins qui la transportent sont détectables par le sonar américain. Cependant,
Dans les eaux peu profondes de la mer de Chine méridionale et autour des îles de la première et de la deuxième chaîne d'îles, cette équation change. Les plateaux de 70 mètres de la région et le littoral parsemé de récifs diffusent les ondes sonars. Imaginez les impulsions du SQS-53C, rebondissant sur les coraux des Spratley. Ces conditions favorisent le silence du sous-marin diesel électrique de la classe Yuan, propulsé par AIP, et son tirant d'eau de 7 mètres, ce qui le rend idéal pour rôder près des avant-postes contestés comme Fiery Cross. Avec une autonomie de 8000 milles nautiques, il peut traquer les porte-avions américains pendant des semaines. C'est idéal pour tendre une embuscade avec des Wedgie-18. Les sous-marins américains de la classe Virginia, en revanche, sont conçus pour plonger à 600 mètres de profondeur et perdent une partie de leur avantage dans ces eaux peu profondes. Leur tirant d'eau de 10 mètres risque de frotter le fond dans les eaux plus peu profondes, bien que leur sonar BQQ-10 compense en analysant des retours sonar brouillés, là où les sonars chinois inférieurs échouent. Au-delà de ces plateaux en eau profonde, il n'y a aucune concurrence. Dans le détroit de Luçon, profond de 5 km, les sous-marins nucléaires américains ont prouvé leur supériorité. Maintenant, 56 km/h et un réseau de renseignement, de surveillance et de reconnaissance avec des avions P-8 pour des frappes à distance. Des exercices réguliers de guerre sous-marine, comme Black Widow 2025 près d'Hawaï, Sea Dragon 2025 et l'exercice Malabar 2025 près de Guam, ont permis d'affiner les tactiques et la coordination avec les alliés. Cette capacité de projection à distance, alliant précision et endurance, permet aux États-Unis de maintenir leur domination là où la profondeur le permet. Mais ce qui leur manque en puissance technologique, la Chine espère le compenser par le nombre. La Chine tente de combler l'écart en augmentant la production de sous-marins. Un sous-marin Yuan coûte environ 200 millions de dollars contre plus de 3 milliards pour un Virginia, ce qui montre que la Chine en produit plus que les États-Unis, et de façon bien plus rentable. Une autre stratégie chinoise dans ce domaine est le développement de drones sous-marins, ou pour être plus précis, de grands véhicules sous-marins sans pilote, appelés UUV. Il n'est pas clair à quel point ces appareils pourraient changer la donne, ni si la Chine envisage un jour de les armer avec des armes nucléaires pour créer un équivalent du Poséidon russe. Actuellement, ils sont armés de façon conventionnelle et servent surtout à la surveillance et à la pose de mines. Pour l'instant, la Chine garde l'avantage dans ce secteur. En septembre 2025, la marine a exhibé ses véhicules sous-marins, sans équipage, AJX 002 et HSU 100 extra large, ou XXL UUV, mesurant entre 18 et 20 mètres de long. Des modèles encore plus grands, mesurant entre 41 et 46 mètres, ont été repérés sur des images satellites en cours de construction près de Hainan. Ces plateformes massives, aussi grandes que les sous-marins diesel, fonctionnent sans équipage. Elles seraient conçues pour des missions longue portée, transportant torpilles, mines navales ou lançant de petits UUV. Encore une fois, il n'y a aucune preuve que la Chine ait l'intention de les armer avec des armes nucléaires, du moins pour l'instant. Des modèles plus petits comme le Kielin ARV, un véhicule hybride autonome télécommandé capable de se déplacer sur le fond marin, et le Haishen 6000 AUV capable de plonger jusqu'à 6 km démontrent un large éventail de capacités. Et beaucoup de ces UUV sont déjà en service. La Chine a déjà déployé ses UV Quing et HSU 001 pour la surveillance, la guerre des mines et la collecte de renseignements, avec des déploiements observés en mer de Chine méridionale, dans l'océan Indien et même dans le Pacifique. Pour ne pas être en reste, les États-Unis ont leur propre programme XLUUV centré sur le Boeing Hawker. L'Hawker est un sous-marin autonome, diesel électrique, de 85 pieds et 85 tonnes, conçu pour des missions de longue durée, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, et 6500 milles nautiques. Sa soute modulaire de 30 pieds peut transporter jusqu'à 8 tonnes, y compris des mines comme la future Hammerhead, des UUV plus petits, des capteurs ou des systèmes de guerre électronique. C'est largement à la hauteur de ses homologues chinois. Cependant, le programme Orca a connu d'importants retards et dépassements de coûts, accusant un retard de 3 ans sur le calendrier et un dépassement de budget de 242 millions de dollars à la fin de 2022. Le premier Orca a été livré en décembre 2023 et le second n'est prévu pour livraison qu'en mars 2026. En fin de compte, les sous-marins autonomes pourraient bouleverser l'équilibre sous-marin aussi radicalement que les avions autonomes ou les drones ont transformé la guerre dans les airs et sur terre. L'Ukraine utilise des drones navals pour terroriser la flotte russe de la mer Noire et les pétroliers fantômes, ce qui en est un exemple frappant. Mais pour l'instant,
Les États-Unis sont le roi incontesté des sous-marins. Un seul sous-marin nucléaire d'attaque de classe Virginia, près du récif de Scarborough, pourrait lancer 40 missiles Tomahawk et détruire en quelques minutes une flotte d'invasion du Plan visant Taïwan. C'est la panique totale en Chine. Le président Xi Jinping vient tout juste de voir l'armée qu'il a mis des décennies à construire subir l'électrochoc le plus brutal imaginable. Xi ne s'attendait pas à ça. Quand les États-Unis ont bombardé l'Iran, il pensait la Chine en sécurité. Mais ce que Xi a vu l'effraie, car cela dit au président chinois une chose très importante, la Chine n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour la puissance militaire que les États-Unis viennent de démontrer, ce qui terrifiera Xi, car les analystes estiment qu'il sera prêt à lancer son invasion de Taïwan en 2027. Mais la Chine n'est pas non plus prête pour la tempête géopolitique à laquelle elle serait confrontée si elle entrait un jour en guerre contre les États-Unis. Nous verrons la géopolitique plus tard, mais militairement, la brève guerre des États-Unis avec l'Iran a montré des éléments qui feront trembler Xi. Les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient aveugler une nation entière avant une attaque. C'est ce qu'ils ont fait en Iran, comme le révèle l'analyste du renseignement et expert en cybersécurité Ryan Macbeth dans une vidéo publiée sur YouTube. Les États-Unis ont coordonné des actions aériennes, spatiales et cybernétiques pour perturber les réseaux de capteurs et le commandement et le contrôle, réduisant la capacité de l'Iran à voir, coordonner et réagir, selon Macbeth. En effet, les premières heures des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël en Iran n'ont pas été caractérisées par les bombes et les missiles, mais par un effort coordonné pour mettre hors service les systèmes iraniens, améliorant ainsi les chances des États-Unis de trouver leur cible sans que l'Iran ne puisse réagir. Lawfare Media indique que ces opérations cybernétiques ont joué un rôle clé dans l'élimination rapide du guide suprême iranien Ali Khomeini, permettant aux États-Unis et à Israël de connaître le moment des rencontres de Khomeini avec des hauts responsables, facilitant ainsi les frappes. Des opérations cybernétiques et opérations de renseignement ont permis aux États-Unis de neutraliser une grande partie du réseau de défense aérienne iranien avant d'envoyer leurs bombardiers et chasseurs. Lorsque l'Iran a envisagé une riposte, des milliers de cibles étaient déjà détruites et le pays en position de faiblesse. Nous reviendrons bientôt sur l'attaque américaine. En neutralisant les yeux et oreilles de l'Iran, les États-Unis ont montré à la Chine ce qu'ils feraient en cas de guerre entre eux. Cela ne compte pas seulement pour la puissance et l'ampleur des frappes américaines, c'est aussi un problème pour les ripostes. Si vous faites partie d'une équipe de missiles anti-navires et que personne n'est à l'autre bout du fil pour vous dire de tirer et où tirer, vous n'allez pas tirer, explique Macbeth. C'est tout l'intérêt de ce que les États-Unis ont fait en Iran que Xi doit prendre très au sérieux. On peut construire un des arsenaux de missiles les plus puissants, comme la Chine l'aurait fait. Rien que sur le front des missiles balistiques intercontinentaux, Newsweek affirme que la Chine dispose de 550 lanceurs et d'environ 400 missiles balistiques intercontinentaux. Mais tout cela devient inutile si le commandement et le contrôle sont neutralisés au point que les opérateurs de ces sites et d'autres sites de lancement chinois ne peuvent plus communiquer avec le commandement militaire. C'est une mauvaise nouvelle pour Xi dans un affrontement avec les États-Unis. C'est encore plus compliqué pour Xi avec Taïwan, sa cible principale. Selon Macbeth, le plan de la Chine pour Taïwan repose moins sur le débarquement de soldats sur les plages, même si elle essaiera de le faire. Le plan prévoit de bombarder Taïwan avec des missiles, ce qui nécessite un commandement et un contrôle efficaces. Les États-Unis ont prouvé en Iran qu'ils pouvaient désactiver tout cela avant même de lancer une attaque, et c'est un électrochoc pour Xi. Nous avons parlé des cibles plus tôt. Cela conduit au second problème pour Xi après l'action des États-Unis en Iran, la stratégie de choc et de stupeur. Les yeux et oreilles de l'Iran neutralisés, les États-Unis ont submergé toute l'infrastructure militaire iranienne. Les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient, dès le premier jour, lancer des frappes d'une telle ampleur qu'elles touchent près d'un millier de cibles d'un seul coup. Après environ une semaine de conflit, Breaking Defense rapporte que les États-Unis ont mené plus de 3000 frappes contre l'Iran, touchant 43 de ses navires au passage. En plus des centres de commandement déjà évoqués, les États-Unis ont frappé les sites de fabrication et de lancement de drones et missiles iraniens, ce qui aurait réduit de 83% les lancements de drones et de 90% les attaques de missiles balistiques par rapport aux premières ripostes de l'Iran. Cette ampleur même adresse un message à quiconque défiera les États-Unis à l'avenir. Les frappes américaines atteignent une ampleur inimaginable. Plutôt qu'un ouragan suivi d'un raz-de-marée comme lors de tempêtes du désert, nous infligeons 1000 tornades à l'adversaire dès la première nuit, selon Macbeth. Il a raison, les États-Unis ont prouvé leur capacité à coordonner avions de chasse, bombardiers, divisions spatiales, cybernétiques et navales, démontrant des capacités éprouvées au combat que la Chine n'a pas. Xi pourrait croire que la Chine pourrait agir ainsi, mais l'armée chinoise n'a jamais été testée à l'ère moderne. Les États-Unis ont montré leur capacité en Iran.
Et cela signifie que Xi sait que les États-Unis pourraient tout recommencer contre la Chine s'il est assez imprudent pour lancer une invasion de Taïwan qui impliquerait les États-Unis. Nous verrons d'autres points au fil de la vidéo. Ensuite, il y a les capacités furtives à longue portée des États-Unis. Les États-Unis utilisent désormais la force brute contre l'Iran avec d'anciens bombardiers non furtifs, mais au début du conflit, ils avaient déployé leurs bombardiers furtifs B-2 Spirit. Ces bombardiers ont effectué des frappes chirurgicales sous le nez des défenses aériennes iraniennes, ce qui est impressionnant. Cependant, c'est la portée exceptionnelle de cette attaque furtive qui aura retenu l'attention de Xi. Les bombardiers B-52 américains ont effectué des vols aller-retour de 37 heures depuis les États-Unis continentaux jusqu'en Iran pour mener des frappes de précision contre plusieurs installations iraniennes lors des premières heures de la campagne. Ils sont restés dans les airs grâce à la grande flotte américaine d'avions ravitailleurs. Pensez à ce que cela signifie pour Xi. Il sait désormais que les pilotes américains sont entraînés à un niveau tel qu'ils peuvent voler pendant environ 1 jour et demi sans escale, effectuer leurs frappes parfaitement, puis rentrer chez eux. L'idée que la Chine soit hors de portée n'entre pas en ligne de compte ici. Si les États-Unis décident de bombarder la Chine comme ils pourraient le faire en cas d'invasion de Taïwan, il n'y a rien que la Chine puisse faire contre les B-2 à part espérer que ces défenses aériennes, qui ont déjà été neutralisées par la stratégie américaine visant à aveugler et assourdir la Chine, puissent faire quelque chose contre eux. La Chine a-t-elle une capacité équivalente? Elle a peut-être le H-20, ce bombardier furtif, conçu pour rivaliser avec les meilleurs des États-Unis, a disparu des radars en 2025 selon Aerospace Global News et ne représentera pas une menace pour les États-Unis avant plusieurs années. Même s'il était disponible aujourd'hui, cela revient à notre point précédent. Les États-Unis ont démontré les capacités de leurs bombardiers furtifs en Iran. La capacité chinoise est pour l'instant principalement théorique, donc Xi doit faire face au fait qu'il sait que les États-Unis disposent de capacités furtives à longue portée, mais il n'est pas vraiment certain de pouvoir affirmer que la Chine peut rivaliser avec les États-Unis dans ce domaine. Et d'une certaine manière, la situation devient encore pire pour Xi. Jusqu'à présent, nous avons vu comment les États-Unis ont prouvé à maintes reprises ce dont ils sont capables sur le plan militaire. Ils peuvent toucher des milliers de cibles en quelques jours, utiliser des appareils furtifs à longue portée et neutraliser la surveillance ennemie. Il existe cependant une menace bien plus existentielle pour Xi dans les actions des États-Unis en Iran que nous avons déjà évoquées. Ali Khamenei est décédé. Cela change complètement la façon dont Xi doit aborder toute guerre qui pourrait potentiellement entraîner l'implication des États-Unis. Et au fait, il y en a bien plus, donc si The Military Show vous est utile, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Les États-Unis ont montré à Xi en Iran qu'ils cibleraient les hauts dirigeants d'un pays dès le début d'un conflit. Macbeth déclare « La première vague a coïncidé avec une frappe israélienne contre le guide suprême iranien. La leçon ici est que le renseignement américain choisit d'aider un allié à trouver quelque chose de très protégé et en a parfois les moyens. » Cela pose des questions pour Xi. La Chine peut-elle protéger ses dirigeants? L'Iran n'a pas pu, alors même qu'il possédait un vaste réseau de bunkers souterrains conçus pour cela. La Chine a sans doute l'équivalent, mais sait que les États-Unis et Israël peuvent toujours l'atteindre. Il suffit que les États-Unis apprennent l'existence d'une seule réunion, d'un seul moment d'exposition, et c'est terminé. Xi serait éliminé, et il le sait. C'est encore pire pour le président chinois. Les États-Unis et Israël ont prouvé qu'ils ne s'arrêtent pas au sommet de la chaîne alimentaire. Des dirigeants politiques et militaires partout en Iran ont été éliminés lors de vastes frappes aériennes ciblant le pays, ce qui signifie que Xi ne peut même pas compter sur d'autres pour poursuivre son travail si les États-Unis viennent frapper avec des missiles et des bombes. Comme le rapporte Sky News, Israël affirme qu'environ 40 des plus hauts commandants militaires iraniens ont été éliminés lors de la première vague de frappes avec les États-Unis. En ce moment, l'Iran a déjà choisi un nouveau guide suprême. Après une brève période durant laquelle un conseil intérimaire de 3 personnes a assumé les fonctions de direction, l'Assemblée des experts a rapidement nommé Mojtaba Khamenei, le fils du défunt Ayatollah Ali Khamenei. Cela signifie simplement que l'Assemblée des experts a désormais un pot de peinture et un pinceau pour désigner une nouvelle cible. Si Xi tombait après de telles frappes, qui voudrait ce poste en Chine alors que les États-Unis attaquent? Ce que Xi voit en Iran, c'est un effort coordonné pour décapiter le régime d'un pays entier, et ça fonctionne. Pour Xi, le moment est très mal choisi car il s'attaque à la tête de l'armée chinoise depuis un certain temps. Le 3 mars, la BBC a rapporté que la Chine avait retiré 3 généraux militaires expérimentés, Gao Jin, Liu Lei et Han Weiguo, d'un important conseil consultatif politique. 3 jours plus tôt, le 27 février, la BBC rapportait que la Chine avait limogé 19 responsables dont 9 de l'armée populaire de libération alors que Xi consolidait son pouvoir. Après les événements en Iran, Xi pourrait voir ces mesures comme de graves erreurs.
Des responsables expérimentés ont été écartés, probablement remplacés par des lèche-bottes obéissants. C'est bien pour Xi tant qu'il est en vie et au pouvoir, mais que se passera-t-il quand il ne sera plus là après qu'une bombe américaine aura frappé l'un de ses bunkers? La structure militaire et politique de la Chine s'effondre, comme en Iran. La Chine possède néanmoins un atout. Comme l'Iran, elle a une stratégie de missiles pour repousser les États-Unis. Il est clair que la Chine surpasse l'Iran dans ce domaine, ayant constitué d'importants stocks de missiles pour l'invasion de Taïwan et sa défense contre des attaques. Tu as évoqué plus tôt les stocks de missiles balistiques chinois. L'Iran possède d'énormes stocks de missiles lui aussi. Selon certains en Israël, le pays était en passe d'accumuler 8000 missiles balistiques d'ici 2027 avant les frappes américaines et israéliennes. La destruction des centres de commandement et de contrôle a fortement réduit la capacité de l'Iran à lancer des missiles, sans l'éliminer totalement. Xi s'appuiera là-dessus pour soutenir sa stratégie fondée sur les missiles. La Chine devra aussi protéger ses sites de lancement, les États-Unis ayant déjà frappé des sites iraniens. Cela complique fortement l'ambition de Xi d'envahir Taïwan. Ces sites de missiles balistiques chinois devront être protégés par la défense solaire, explique Macbeth. Ainsi, moins d'unités pourront être envoyées à Taïwan pour l'invasion. Cela signifie aussi que ces unités de missiles balistiques sont moins mobiles. La Chine sera piégée comme l'Iran l'a été avec les missiles solaires. Elle doit déplacer ses lanceurs en continu, car chaque tir de missile émet une signature exploitable pour les cibler rapidement. Le problème pour la Chine est que ces lanceurs passent plus de temps à se déplacer qu'à tirer, réduisant la capacité de frappe par missile de Xi sans que les États-Unis aient à tirer. La crainte d'une riposte obligerait la Chine à abandonner ses plans d'attaque massive de missiles pour privilégier des frappes rares et davantage de mouvements. La Chine présente de nombreuses cibles aux États-Unis. Outre les 550 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux cités, Business Insider indique que le Pentagone estime que la Chine a 300 lanceurs de missiles balistiques de moyenne portée. Ajoutez 150 lanceurs pour des missiles de croisière lancés depuis le sol, 250 lanceurs pour des missiles balistiques à courte portée et 300 pour des missiles balistiques à portée intermédiaire et vous obtenez un total de 1550 lanceurs de missiles balistiques. Cela fait de nombreuses cibles pour les États-Unis. La Chine pourra maintenir sa stratégie de missiles plus longtemps que l'Iran grâce à son nombre de lanceurs. Cependant, cette stratégie serait constamment affaiblie car les États-Unis préfèrent cibler l'archer plutôt que les flèches. En d'autres termes, et nous avons dit la même chose à propos des centres de commandement et de contrôle, les missiles ne signifient pas grand-chose. Quand vous n'avez pas de lanceurs, vous ne pouvez pas les lancer. Ajoutez tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent, et vous obtenez un grand nombre de défis militaires qui se dressent maintenant devant Xi, alors qu'il observe ce que font les États-Unis en Iran. Le président chinois sait que des mesures impliquant les États-Unis exposeraient son pays à la même stratégie de choc et de stupeur. Et même si la Chine est dans une bien meilleure position pour encaisser le choc de cette stratégie que l'Iran, il y a un autre élément qui fera trembler Xi dans ses bottes. L'Iran a montré à Xi que la stratégie américaine de puissance pour bâtir une influence mondiale a fonctionné. Après les frappes américaines sur son territoire, l'Iran a attaqué des bases et cibles liées à l'armée américaine dans le Golfe. Le 8 mars, CNBC a noté que Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et plusieurs autres États que l'Iran considère comme alliés des États-Unis ont été attaqués avec des drones et des missiles. L'Iran commet une erreur de calcul en cherchant à intimider ces États alors que son infrastructure militaire s'effondre. Cette stratégie pourrait au contraire renforcer les alliances américaines dans le Golfe. L'Iran se transforme en martyr géopolitique parce qu'il essaie de nuire aux États-Unis en attaquant d'autres pays. Ici c'est que la Chine serait dans une situation similaire en cas de guerre contre les États-Unis, selon Macbeth. Au bout de quelques jours de ce conflit, davantage d'alliés commencent à comprendre que l'Iran constitue une menace existentielle pour le Moyen-Orient et la Chine devrait en tenir compte, selon Macbeth. Il souligne que l'armée américaine possède des bases en Corée du Sud et au Japon, ainsi que des bases accueillant des troupes en rotation en Australie et aux Philippines. Ici frapperait ces bases pour affaiblir l'attaque américaine en cas de guerre. Mais cela ne ferait qu'impliquer ces 4 nations dans le conflit, compliquant davantage la situation pour la Chine. Imaginez que tout cela se produise parce que Xi met son plan d'envahir Taïwan à exécution. Une invasion d'une petite île amènerait la Chine à affronter Taïwan et les États-Unis. Et en essayant de riposter contre les États-Unis, la Chine invite des nations plus puissantes à entrer en guerre, toutes s'y opposant. La Russie, éloignée de milliers de kilomètres, pourrait se souvenir que la Chine ne l'a pas soutenue directement lors de l'invasion de l'Ukraine. L'Iran est déjà en train de devenir un acteur négligeable et la stratégie de la Chine consistant à accroître son influence géopolitique par l'investissement ne suffira pas à convaincre les petits pays de s'impliquer dans un conflit d'une telle ampleur. Ici, 2 stratégies géopolitiques opposées sont à l'œuvre.
Les États-Unis misent sur la puissance, en témoignent les centaines de bases militaires qu'ils ont construites dans le monde. Selon Al Jazeera, les États-Unis possèdent environ 750 bases réparties dans 80 pays. La Chine, en revanche, ne possède qu'une seule base militaire officiellement reconnue en dehors de son territoire, située à Djibouti et qui sert principalement de base logistique. La Chine a choisi d'investir des milliards pour aider de petits pays à se développer, une bonne stratégie à long terme, mais qui ne lui apportera pas grand-chose en 2027 si elle envahit Taïwan et que les États-Unis interviennent. Ce que la Chine s'est imposé, c'est une situation où elle se retrouve confinée sur son propre territoire par un pays qui possède des bases dans de nombreux grands pays qui entourent la Chine. Et tout comme nous le voyons avec l'Iran, ces bases deviendraient une cible pour la Chine, ce qui ne ferait qu'attiser davantage les tensions géopolitiques, entraînant une guerre qui échapperait complètement au contrôle de Xi. The Diplomat l'a peut-être le mieux résumé, comme il l'a écrit le 7 mars. Après avoir suivi les partenariats régionaux de la Chine durant la dernière décennie, nous avons remarqué que l'influence de Pékin culmine lors des signatures, puis diminue dès que des risques sécuritaires surviennent. Selon le média, Pékin a élaboré une stratégie au Moyen-Orient axée sur l'influence sans présence militaire. Nous le voyons actuellement en Iran, car la Chine ne se précipite pas pour faire quoi que ce soit afin d'aider ce qui est censé être l'un de ses alliés les plus puissants. Quel message cela envoie-t-il aux pays bien moins puissants militairement que l'Iran sur ce que la Chine ferait pour eux en cas de guerre avec les États-Unis? Ce n'est pas un très bon message, et cela signifie que la stratégie d'influence de la Chine basée sur l'argent fait pâle figure en comparaison de ce que les États-Unis offrent à leurs alliés. La sécurité et la puissance sont tout dans un scénario de guerre. La Chine n'offre rien de tout cela à ses partenaires et alliés, et Xi en est conscient. Ce qui se passe en Iran l'a prouvé. L'inaction de la Chine en dit plus que tout l'argent qu'elle distribue. Macbeth affirme que la Chine devra tôt ou tard attaquer une nation non alignée lors d'une guerre contre les États-Unis, comme l'Iran l'a fait. Quand cela se produira, Xi verra que les États-Unis ont des alliés prêts à combattre, contrairement à la Chine. Sans personne à ses côtés en dehors de son propre pays, Xi regarde l'Iran et entrevoit le risque d'une guerre future s'il provoque les États-Unis. Après des années de tensions croissantes, le Pakistan a finalement fait l'impensable. Il a lancé une guerre totale contre les talibans afghans, déclenchant un conflit qui donne l'impression de nous rapprocher de la Troisième Guerre mondiale. Alors que des bombes tombent en Ukraine, Russie, Iran et sur les bases américaines au Moyen-Orient, une autre région est au bord du chaos, une guerre ouverte éclatant entre deux puissances redoutables. Dans ce qui est la dernière et probablement la plus grave montée des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan dirigé par les talibans, une série de conflits frontaliers a dégénéré en ce que le ministre de la Défense pakistanais, Khawaja Muhammad Asif, appelle désormais une guerre ouverte. Il affirme que le Pakistan est prêt à mener contre les talibans parce qu'il a épuisé sa patience. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette guerre maintenant? Qu'est-ce que cela signifie pour le Pakistan, l'Afghanistan et la région? Nous verrons les réponses à ces deux questions tout au long de la vidéo, alors restez avec nous. Concernant la façon dont nous en sommes arrivés là, tout a commencé le 26 février lorsque la branche militaire des talibans a lancé des attaques contre des positions pakistanaises de l'autre côté de la ligne Durand, frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. S'étendant sur environ 2600 km à travers montagnes et déserts, cette frontière contestée a déjà été le point de départ de confrontation entre le Pakistan et les talibans, comme vous le découvrirez bientôt, et elle a de nouveau servi à cet effet. Selon la BBC, l'offensive des talibans a été lancée vers 20h heure locale et s'est déroulée dans les provinces frontalières proches de Kunar, Khost, Nangarhar, Nouristan, Paktia et Paktika, dont plusieurs abritent des bases militaires pakistanaises. Les talibans disent avoir lancé ces raids en réponse aux frappes pakistanaises du 22 février contre ce que le Pakistan présentait comme des camps de militants en territoire afghan que CNN avait qualifié de tests sérieux pour la paix fragile entre les deux voisins. Le 26 février, ce test s'est soldé par un échec. Les talibans afghans ont riposté. Les frappes talibanes à la frontière ont suscité une réaction rapide du Pakistan. Affirmant que les talibans s'étaient trompés dans leurs calculs et avaient ouvert le feu sans provocation sur plusieurs sites à travers la province du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa, le Pakistan a lancé une série de raids aériens contre ce qu'il affirme être des positions talibanes en Afghanistan dans les premières heures du 27 février, comprenant plusieurs attaques contre des provinces frontalières et des frappes contre des cibles à Kaboul. CNN ajoute que le Pakistan aurait également ciblé spécifiquement Kaboul parce que c'est le lieu de naissance de Hibatullah Akhundzada, qui est le chef très discret des talibans. On ne sait pas encore si les frappes visaient à éliminer Akhundzada ou si elles étaient simplement symboliques, bien que le fait que le Pakistan ait qualifié sa riposte aux attaques frontalières des talibans d'opération Righteous Fury suggère la première option.
Si le Pakistan voulait tuer le chef des talibans, rien ne prouve qu'il y soit parvenu. Les talibans ne confirment jamais la mort de leur chef, même si elle a lieu. Après la réaction du Pakistan, le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid a publié sur X un message désormais supprimé. Il affirmait dans ce message que les talibans avaient riposté aux attaques pakistanaises par des frappes sur des positions militaires à Helmand et Kandahar. Cependant, la véracité de cette affirmation reste sujette à débat, d'autant plus que le message revendiquant ces frappes a été supprimé peu de temps après sa publication. Le Pakistan a aussi affirmé que des drones talibans avaient ciblé 3 sites depuis le début des combats. 2 de ces cibles sont des objectifs militaires, une académie militaire à Abbottabad et une école d'artillerie à Nowshera. Cependant, un drone taliban se serait écrasé près d'une école primaire à Swabi. Ce drone visait l'école, ce qui signifierait que les talibans ciblent des civils. L'utilisation de drones à des fins militaires par les talibans est inédite, car on pensait qu'ils n'avaient accès qu'à des drones civils. En ce moment, les pays sont engagés dans des échanges de représailles. Les morts commencent à s'accumuler, bien qu'il soit difficile de déterminer l'ampleur réelle des pertes. CNN rapporte que les talibans affirmaient que les frappes du Pakistan avaient tué 19 civils et en avaient blessé 26 autres au 27 février. Apparemment, la plupart de ces victimes étaient des femmes et des enfants, bien que cette affirmation puisse être une manœuvre des talibans pour marquer des points de propagande. Chaque camp a communiqué ses propres chiffres de combattants tués. Selon les talibans, 55 soldats pakistanais ont été tués lors des attaques des talibans, ce qui a amené les talibans à affirmer qu'ils ont capturé 19 postes pakistanais. Ces avancées ont été réalisées avec des pertes relativement modestes de 8 combattants talibans tués et 11 blessés. Le porte-parole du Premier ministre pakistanais, Mosharraf Zaidi, présente pourtant une image très différente. Il affirme que 297 combattants talibans ont été tués et plus de 450 blessés au 27 février. La vérité est difficile à déterminer lorsque les 2 camps avancent des affirmations aussi divergentes. Pour ajouter à la confusion, la plupart des médias ajoutent un avertissement à leur reportage, précisant qu'ils n'ont pas pu vérifier de manière indépendante aucun des chiffres partagés par le Pakistan ou les talibans. Ce qui est parfaitement clair jusqu'à présent, c'est qu'il s'agit d'une confrontation sanglante. Selon la version, cela a été déclenché par une attaque pakistanaise contre des bases talibanes en Afghanistan ou par des frappes talibanes à la frontière avec le Pakistan. Dans tous les cas, il y a eu environ 1 semaine de combats qui ne montrent aucun signe de fin prochaine. Comme le note CNN, le Pakistan et l'Afghanistan ont déjà connu cette situation. Depuis octobre, les 2 pays et leurs dirigeants maintiennent un cessez-le-feu fragile, signé après un autre conflit meurtrier. Le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, affirme que le conflit d'octobre a surtout touché les régions frontalières. Les frappes que nous avons observées vers la fin février, en particulier celles menées par le Pakistan, semblent s'aventurer au-delà de ces régions. Autrement dit, un simple différend frontalier sanglant est devenu, selon le Pakistan, une guerre ouverte. La question évidente doit être posée, pourquoi ? Nous avons déjà évoqué une des raisons, apparemment à l'origine de tout. Les talibans en Afghanistan estiment que le Pakistan a violé l'accord de cessez-le-feu entre les 2 nations lorsqu'il a lancé ses frappes contre les prétendues bases de militants sur le territoire afghan. Le Pakistan rétorquerait que ces bases étaient tenues par des terroristes opérant sur son sol. Cela nous mène à la raison du déclenchement, ou du moins à l'une d'elles. Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter des terroristes qui sèment le chaos au Pakistan depuis des années. Selon les dirigeants pakistanais, le gouvernement taliban en Afghanistan soutient des terroristes anti-pakistanais qui, selon le Pakistan, mènent une vaste campagne d'attentats suicides à travers le pays. Les talibans affirment que tout cela est absurde et que le territoire afghan n'est pas utilisé pour faire peser une quelconque menace envers une autre nation, ce qui conduit les talibans à prétendre que l'armée pakistanaise ne fait guère plus que mener des attaques non provoquées contre les civils afghans. Toujours œil pour œil, chaque affirmation pakistanaise reçoit une réponse des talibans sans que l'une ou l'autre partie ne cède. Une chose est sûre, le Pakistan a raison de s'inquiéter du terrorisme chez lui, même si l'implication des talibans reste incertaine. Directement par les talibans eux-mêmes, ou par des personnes agissant seules, ou au sein de groupes qui les soutiennent sans lien direct avec eux. Nous avons constaté une augmentation constante des activités terroristes au Pakistan au cours des dernières années. Selon le département d'État américain, le nombre d'attentats terroristes au Pakistan, ainsi que le nombre de victimes causées par ces attaques, a augmenté de 50% par rapport aux chiffres de 2022. Les auteurs de ces attaques s'étaient variés, comprenant les branches locales de Daesh, l'armée de libération du Baloutchistan et le Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP. Gardez ce groupe en tête, nous reparlerons du TTP plus tard.
En 2025, le portail du terrorisme en Asie du Sud, ou SATP, ainsi que l'Institut de gestion des conflits, ont classé le Pakistan au 2e rang de leur indice mondial du terrorisme. Le nombre de morts causés par des attentats terroristes dans le pays est monté à 1081 au cours de l'année précédant l'indice 2025 du SATP, ce qui, selon eux, représente une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. Le TTP était responsable d'environ la moitié de ces attaques, entraînant 558 morts rien qu'en 2024. Pour le Pakistan, la hausse marquée du terrorisme sur son territoire est liée à l'Afghanistan et au régime taliban. Encore une fois, les talibans nient cela, mais selon le CSIS, l'Afghanistan sous le régime taliban sert régulièrement de refuge sûr à des terroristes de groupes comme le TTP et Al-Qaïda. De plus, la forte augmentation de la violence au Pakistan coïncide avec l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021 lorsque les forces américaines ont quitté le pays. Le Pakistan pourrait donc avoir un argument valable sur la question du terrorisme. Cependant, il a d'autres raisons de déclarer la guerre ouverte à l'Afghanistan dont l'une semble complètement folle. Avant d'expliquer ces raisons et la suite, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Nous vous apportons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres, alors abonnez-vous à la chaîne pour rester en avance sur les autres. Avant d'expliquer la raison surprenante de la guerre du Pakistan contre les talibans, revenons à la ligne du rang. Comme mentionné, la plupart des affrontements entre le Pakistan et les talibans se sont produits le long de cette vaste frontière pour une raison évidente. Les talibans, tout comme les gouvernements afghans successifs avant eux, ont refusé de reconnaître la validité de la ligne du rang pendant des années à cause de la manière dont elle a été tracée. Selon le CSIS, la ligne a été créée en 1893 dans le but pour le Royaume-Uni de protéger le Raj britannique de l'Empire russe. Lorsque le Royaume-Uni a tracé cette ligne, il n'a pas pris en compte l'impact que cela aurait sur les communautés pashtunes vivant dans et autour de la nouvelle frontière qu'il avait créée. C'est important parce que les talibans aujourd'hui sont dominés par le mouvement pashtun, ce qui explique probablement pourquoi le groupe conteste la ligne du rang et se bat de part et d'autre de celle-ci. Le Pakistan a eu des occasions d'apaiser ce différend selon le Royal United Services Institute, ou RUSI. Le fait que cela n'ait pas été fait pourrait être vu comme une erreur diplomatique, surtout puisque la ligne du rang a été créée par un pays qui n'opère plus au Pakistan depuis près d'un siècle. Les refus répétés d'agir face au conflit à la frontière ont poussé le Pakistan, selon le RUSI, à créer un monstre de Frankenstein avec les talibans. Un groupe autrefois soutenu par le Pakistan cause aujourd'hui de graves problèmes ayant mené à la guerre, car le Pakistan n'a pas résolu la question de la ligne du rang. Le Pakistan contesterait sûrement cela. Il dirait qu'une frontière vieille de plus d'un siècle doit être respectée, même si cela divise une communauté clé des talibans. Comme c'est si souvent le cas, les différends régionaux dégénèrent en quelque chose de bien pire. Nous revenons ainsi à la raison sans doute la plus insensée de la décision du Pakistan de déclarer la guerre ouverte et de combattre constamment les talibans, l'Inde. Comme le note le CSIS, le Pakistan accuse les talibans d'être un simple instrument de l'Inde. Cette affirmation repose sur l'aide humanitaire que l'Inde a apportée à l'Afghanistan sous le régime taliban et sur l'envoi de contacts diplomatiques. L'affirmation du Pakistan néglige que l'Inde s'est toujours alliée à des groupes opposés aux talibans, comme l'Alliance du Nord et les États-Unis. Certains au Pakistan disent désormais que l'Afghanistan serait une colonie indienne. Cela inclut Khawaiya Asif, ministre pakistanais de la Défense évoqué plus tôt, qui a déclaré sur X après les attentats des talibans au Pakistan qu'on pensait que la paix régnerait en Afghanistan après leur prise de pouvoir et le retrait des États-Unis. Les talibans ont fait de l'Afghanistan une colonie de l'Inde. Le Pakistan a tout tenté, directement et via des alliés, pour stabiliser la situation avec une diplomatie active. Asif a affirmé que les talibans sont désormais un proxy de l'Inde. Tout cela est discutable, surtout que l'Inde a gardé des liens diplomatiques de base avec l'Afghanistan bien plus longtemps que les talibans n'ont dirigé le pays. Certains estiment que le Pakistan se sert de sa lutte contre les talibans pour marquer des points face à l'un de ses principaux rivaux régionaux et géopolitiques. Après avoir expliqué les raisons de la guerre entre le Pakistan et les talibans afghans, poursuivons avec la suite des événements où la situation se complique. Le Pakistan a annoncé le 28 février qu'il refusait tout dialogue avec le régime taliban d'Afghanistan après les récents événements, laissant entendre que les affrontements actuels pourraient n'être que le début d'un conflit beaucoup plus large. Si cette guerre éclate, le Pakistan, du moins sur le papier, est la force la plus puissante, selon CNN et Global Firepower, qui classent chaque année les puissances militaires sur la base de dizaines de critères. Selon Global Firepower, le Pakistan a l'avantage dans presque tous les domaines.
Il compte 660 000 militaires actifs contre un effectif taliban afghan estimé entre 75 000 et 170 000 combattants actifs. Le Pakistan dispose également de 550 000 réservistes contre 0 pour les talibans, ainsi que de 500 000 forces paramilitaires contre 90 000 en Afghanistan. Le Pakistan a un budget de défense de plus de 9 milliards de dollars alors que l'Afghanistan ne dépense que 145 millions de dollars par an pour son armée. Les talibans afghans n'ont pratiquement aucune force aérienne ni puissance terrestre, à part environ 4 000 véhicules blindés contre plus de 59 000 pour le Pakistan, qui possède également 2 677 chars et des milliers de pièces d'artillerie. En tant que nation enclavée, l'Afghanistan n'a pas de marine, donc il est possible que le Pakistan utilise sa flotte de 120 unités pour lancer des attaques contre les talibans. CNN ajoute que les talibans ne disposent, en termes d'équipement militaire, guère de plus que quelques hélicoptères de l'époque soviétique et ce que les États-Unis ont abandonné en se retirant du pays. Ah, et le Pakistan a l'arme nucléaire. 170 d'entre elles selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Certes, il est peu probable que le Pakistan utilise ses armes contre les talibans, mais le fait qu'il les possède, avec l'ensemble de ses ressources militaires, laisse penser qu'une guerre serait une formalité pour le Pakistan. Mais ce ne sera pas le cas. La victoire du Pakistan serait difficile sans cesser le feu. Ceci est en partie dû au TTP, dont vous vous souvenez sûrement. Merci d'en tenir compte. Ce groupe actif au Pakistan fait partie des organisations terroristes que le pays accuse les talibans afghans d'abriter. C'est une affirmation qui a du sens. Le deuxième T dans TTP signifie taliban, après tout. Et même si les talibans ont déjà joué les médiateurs entre le Pakistan et le TTP par le passé, le CSIS affirme que les talibans tendent généralement à prendre le parti du TTP. Le problème du Pakistan avec le TTP est que ce groupe alimente la seule tactique dont disposent les talibans pour compenser les avantages militaires du Pakistan, la guérilla. Les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, permettant la prise de pouvoir des talibans pour une bonne raison. Les talibans excellent à mener une guerre dévastatrice contre des ennemis aux ressources limitées. Et avec le TTP, les talibans disposent d'un groupe qui a prêté allégeance, comme le souligne le CSIS, et qui compterait entre 30 000 et 35 000 membres selon les Nations Unies. Ce n'est évidemment pas assez de membres pour mener une guerre conventionnelle totale contre le Pakistan, mais il y a certainement assez de personnes pour une guerre de guérilla à l'intérieur du Pakistan qui verrait une escalade des activités terroristes. Des attentats suicides, des embuscades et des ravages généralisés contre les bases militaires pakistanaises pourraient tous être menés par le TTP au nom des talibans afghans, affaiblissant le Pakistan de l'intérieur alors que la guerre fait rage. La BBC précise qu'une guerre entre le Pakistan et les talibans afghans ne serait pas conventionnelle. Bien que le Pakistan vise désormais des installations gouvernementales afghanes, la BBC souligne que l'expérience de guérilla des membres talibans au pouvoir pourrait être un atout en cas de guerre totale. Les talibans ne chercheraient pas à l'emporter au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire en détruisant l'armée pakistanaise. Ils referaient comme contre les États-Unis. Même si le Pakistan occupe l'Afghanistan, le conflit ne finira jamais. Les talibans se fragmenteraient en centaines de foyers à travers tout le pays. Et avec l'aide du TTP à l'intérieur même du Pakistan, toute victoire que le Pakistan obtiendrait aurait un coût énorme et durable qu'il paierait pendant des années. Le Pakistan doit également s'inquiéter pour son économie, comme l'a noté Pramitpal Chaudhuri, analyste du groupe Eurasia, précisant que le pays ne peut pas se permettre de faire la guerre aux talibans, son économie est en ruine. Le Pakistan pourrait affronter une force conventionnelle similaire grâce à la puissance et la taille de son armée. Mais affronter ce que Chaudhuri appelle une coalition de milices serait coûteux et probablement trop long pour que le Pakistan puisse le supporter. En bref, aucun des deux camps n'est en position de vaincre complètement l'autre. Et cette situation profite bien plus aux talibans qu'au Pakistan. C'est sans doute pourquoi d'autres dirigeants d'Asie du Sud demandent déjà la fin des hostilités. L'Iran proposait de servir de médiateur entre les deux parties lorsque les dernières hostilités ont éclaté. Cependant, cette option semble incertaine depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur campagne contre le régime iranien ayant coûté la vie au guide suprême du pays, Ali Khamenei. Les Nations Unies, la Chine et le Royaume-Uni ont tous appelé à la désescalade, tout comme Moujahid, le porte-parole des talibans, qui a déclaré le 27 février que, maintenant aussi, nous voulons que la question soit résolue par le dialogue. Mais le Pakistan a dit non au dialogue, du moins jusqu'à présent. La situation en Asie du Sud-Est reste précaire. Si le Pakistan est sincère en affirmant que sa patience est épuisée, ce que nous voyons n'est peut-être que le calme avant une tempête pouvant plonger l'Asie du Sud dans la guerre. Si cela arrive, la Troisième Guerre mondiale pourrait suivre, car trop de pays ont des intérêts dans cette région. La guerre en Ukraine a été l'un des conflits les plus sanglants et les plus brutaux depuis la Seconde Guerre mondiale.
avec un nombre colossal de victimes des deux côtés. Pourtant, tout ce bain de sang et ce chaos pourraient sembler insignifiants, comparé à ce qui pourrait se produire si la Chine prenait la décision dramatique et irréversible d'envahir Taïwan. En effet, les conséquences potentielles d'un tel conflit sont presque inimaginables, non seulement pour les deux nations belligérantes elles-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Et il ne faudrait pas longtemps avant que le reste du monde ne ressente les impacts de cette guerre. Parce qu'un conflit entre la Chine et Taïwan se déroulerait probablement de manière très différente de celui entre la Russie et l'Ukraine, en raison d'un facteur simple mais incroyablement important, la géographie. Malgré les plus de 8000 km qui les séparent, il existe certaines similitudes entre Taïwan et l'Ukraine. Les deux sont des démocraties dotées d'une forte identité nationale ainsi que de leurs propres cultures et traditions uniques. Toutes deux sont menacées par des voisins autoritaires bien plus grands qui estiment avoir le droit, voire le devoir, de s'emparer de leurs terres. Toutes deux sont également des points stratégiques majeurs. L'Ukraine sépare effectivement la Russie de l'alliance de l'OTAN en Europe, tandis que Taïwan joue un rôle extrêmement important dans la sécurité et le commerce de l'Indo-Pacifique. Ces deux pays, malgré tous leurs efforts, disposent également de forces armées bien plus petites et plus faibles que celles de leurs ennemis et doivent compter sur le soutien d'alliés du monde entier pour survivre. Mais la plus grande différence entre les deux réside peut-être dans leur géographie. L'Ukraine est une vaste étendue de terre qui s'étend sur 233 062 miles carrés, soit 603 628 km carrés. La grande majorité de cette terre est plate, avec environ 95% du territoire ukrainien constitué de plaines. Et bien que certaines des grandes villes d'Ukraine soient situées près de ses frontières, beaucoup, y compris sa capitale, Kyiv, se trouvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, loin de toute ligne de front potentielle d'invasion. L'Ukraine partage également ses frontières avec pas moins de 7 pays différents, dont plusieurs États membres de l'OTAN. Cela a permis à des millions d'Ukrainiens de fuir le pays en toute sécurité et de chercher refuge ailleurs, tout en permettant également l'entrée dans le pays de fournitures importantes, y compris du matériel militaire et de l'aide humanitaire, en provenance des alliés de l'OTAN. La géographie et la configuration particulière de l'Ukraine ont profondément influencé le déroulement de la guerre jusqu'à présent, et continuent de façonner le conflit tel qu'il se présente aujourd'hui. La taille relativement grande du pays, par exemple, signifie que les lignes de front s'étendent sur des centaines de kilomètres, avec des forces capables de se replier, de se regrouper et de se repositionner selon les besoins. L'armée ukrainienne peut également établir de longues chaînes d'approvisionnement à travers son territoire, garantissant ainsi que les troupes en première ligne disposent de ce dont elles ont besoin pour tenir. Cela conduit à son tour au type de guerre d'usure acharnée que nous avons tant observé en Ukraine, où les troupes russes peinent lentement à gagner ne serait-ce que de minuscules portions de territoire. Et il y a beaucoup de combats incessants pour le contrôle de petits villages et de villes frontalières abandonnées. Taïwan, c'est totalement différent. Pour commencer, c'est une île, et elle ne représente qu'une fraction de la taille de l'Ukraine, avec seulement 13 976 miles carrés, soit 36 197 km carrés. Elle est aussi très densément peuplée, avec plus de 23 millions de personnes qui considèrent Taïwan comme leur foyer, et environ 90% de toute la population du pays vivant le long de la côte ouest. Parce qu'à la différence de l'Ukraine, qui est vaste, ouverte et plate, Taïwan est une terre accidentée et montagneuse, avec certaines des plus hautes montagnes d'Asie de l'Est, qui s'étendent à travers ses régions centrales et orientales. Cela signifie qu'une grande partie des infrastructures de Taïwan, y compris les grandes villes, les ports, les centrales électriques, les centres de données et les bases aériennes, sont toutes regroupées sur la côte ouest de l'île, la même côte qui fait directement face au continent chinois. Cela change complètement la donne. Contrairement à la guerre en Ukraine, qui comporte des lignes de front longues de milliers de kilomètres, des combats dispersés, de grandes zones ouvertes pour le repli des troupes, et des pays voisins accueillant les réfugiés, une guerre à Taïwan serait beaucoup plus concentrée, à la fois dans l'espace et dans le temps. Il est peu probable que ce soit un conflit qui s'éternise, avec de lentes batailles d'usure pour les plus petites parcelles de terrain. Au contraire, un conflit entre la Chine et Taïwan serait bref et chaotique dès le premier jour, avec les grandes villes, y compris la capitale de l'île, Taipei, sous la menace. Dès l'instant où la Chine décidera d'envahir, il y aura un risque réel d'un grand nombre de victimes civiles dans les premiers jours et semaines. C'est précisément le genre de scénario que nous analysons chaque semaine ici, dans notre émission sur les questions militaires. Donc,
Si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est la meilleure façon de garder une longueur d'avance, alors que l'équilibre mondial des pouvoirs évolue. Maintenant, retournons sur le champ de bataille. Impossible de prévoir précisément le déroulement de la guerre, mais on peut l'estimer en s'appuyant sur les capacités militaires et la doctrine des deux camps. Face à la perspective incroyablement difficile d'envahir une île et de traverser le détroit de Taïwan, large de 110 miles, la Chine devrait frapper vite et fort. Très probablement, elle déploierait d'énormes forces navales et aériennes d'invasion pour submerger les défenses de l'île et établir une tête de pont sur la côte ouest aussi rapidement que possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Armée populaire de libération de la Chine, l'APL, pourrait avancer et prendre le contrôle des villes et des infrastructures de Taïwan. Bien sûr, la Chine s'y prépare depuis longtemps. Elle a bâti la plus grande force navale mondiale, utilisant sa puissance économique pour investir massivement dans la construction navale à un niveau inédit. Selon Global Firepower, la marine chinoise compte désormais 3 porte-avions, 4 porte-hélicoptères, plus de 60 sous-marins, 50 destroyers, 72 corvettes, 150 patrouilleurs, 36 navires de lutte contre les mines et 47 frégates. Elle continue de s'agrandir, des ingénieurs chinois travaillant d'arrache-pied sur un 4e porte-avions actuellement. La Chine possède également l'une des plus grandes et des plus puissantes forces aériennes au monde, avec plus de 3300 appareils au total, dont plus de 1200 chasseurs et près de 1000 hélicoptères également. Elle dispose également de certains des missiles les plus puissants au monde, capables de frapper n'importe où à Taipei et d'infliger des dégâts dévastateurs. De plus, la Chine a investi beaucoup de temps, d'argent et de ressources pour renforcer ses stratégies de cyberguerre et mener des exercices militaires. Elle explore toutes les éventualités et élabore les moyens les plus efficaces d'attaquer l'île de Taïwan. On l'a même vu travailler sur de toutes nouvelles barges de débarquement spécialisées, qui pourraient aider à transporter des troupes et d'autres équipements à travers les eaux agitées du détroit de Taïwan, ainsi qu'à tester des coupe-câbles sous-marins, qui pourraient théoriquement couper les communications de l'île avec le reste du monde. En bref, même si nous ne savons pas exactement quel est le plan de la Chine, son armée travaille sans relâche pour perfectionner ce plan. Et toute attaque contre Taïwan serait très probablement à la fois rapide et brutale, impliquant un mélange de frappes de missiles ciblés, de cyberattaques, de blocus navals, de perturbations de l'espace aérien, et d'autres opérations visant à acheminer des troupes, de l'artillerie et d'autres ressources à travers le détroit vers les principaux ports et villes côtières de Taïwan, avec un minimum de pertes et de retards. Ce ne serait pas une guerre par étapes, ou une escalade progressive. La Chine lancera très probablement tout ce qu'elle a contre Taïwan en très peu de temps, ce qui entraînerait inévitablement d'énormes pertes humaines. Parce que, contrairement à l'Ukraine, les civils taïwanais ne pourraient pas fuir facilement. Beaucoup préféreraient rester dans leur maison de toujours, et même ceux qui partiraient auraient peu d'options. Surtout si la Chine coupait les communications, contrôlait le ciel et mettait en place une sorte de blocus naval autour de l'île, éliminant ainsi toute possibilité pour les gens de partir. Mais Taïwan et son peuple ne se contenteraient pas de baisser les bras et d'agiter le drapeau blanc lorsque les navires chinois commenceraient à s'approcher. Tout comme la Chine, eux aussi se préparent à cette éventualité depuis de nombreuses années, peaufinant leur stratégie, investissant dans la défense et prenant toutes les mesures possibles pour se préparer à la guerre. Taïwan a également suivi de près les événements en Ukraine depuis le début de la guerre là-bas, en 2022. En effet, moins d'un mois après le début du conflit, le nombre de recherches Google effectuées à Taïwan concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine a largement dépassé celles liées à d'autres sujets importants de l'époque, comme les vaccins contre la Covid-19 et les tests rapides, qui étaient alors en pénurie. L'audience a également augmenté pour les émissions de télévision et les reportages liés à la guerre, alors que la population taïwanaise cherchait à en apprendre le plus possible sur le type de conflit qui pourrait un jour éclater dans leur propre pays. Cela a provoqué de grands changements dans l'opinion publique et les politiques gouvernementales, avec le gouvernement qui a augmenté son budget de la défense de 18% entre 2022 et 2024 et qui mettra en place des unités de drones au sein de l'armée à partir de 2025. Taïwan a également mis en place de nouveaux programmes de formation pour les recrues de l'armée, axés sur la guerre par drone, les roquettes anti-chars et les missiles Stinger portatifs.
Les sondages révèlent qu'un nombre croissant de personnes souhaitent suivre des formations en intervention d'urgence et en secours en cas de catastrophe, ou rejoindre des organisations de défense civile. Les dirigeants militaires taïwanais ont sans doute beaucoup appris des événements en Ukraine et préparent depuis des années des plans pour défendre leur territoire contre une invasion chinoise. Ils ont évalué les différentes manières dont une telle attaque pourrait se dérouler, suivi de près les innovations et développements militaires chinois, et identifié les endroits que l'APL chercherait à contrôler. Tout d'abord, ils ont élaboré toute une doctrine de défense axée sur le fait de retarder et de perturber autant que possible toute tentative d'invasion. De la même manière que l'Ukraine a toujours su qu'elle ne pouvait pas vaincre la Russie dans un conflit direct, Taïwan sait qu'elle n'a pas la puissance militaire nécessaire pour surpasser la Chine. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas causer de lourds dégâts et ralentir la Chine assez longtemps pour permettre à ses alliés d'arriver en renfort. Ainsi, la stratégie de défense de Taïwan repose en grande partie sur ce que l'on appelle la stratégie du porc-épic, qui consiste à utiliser une multitude de petites armes mobiles plutôt que de grandes plateformes coûteuses, transformant ainsi l'île en une sorte de porc-épic, hérissé de nombreux piquants défensifs, comme des missiles, des munitions rôdeuses et des systèmes anti-navires répartis partout, tous destinés à infliger de lourdes pertes et à rendre l'invasion aussi coûteuse que possible pour Pékin. Taïwan dispose également de systèmes de surveillance ultra-modernes, comme des radars avancés qui surveillent en permanence les mers et le ciel autour de l'île, prêts à détecter tout missile entrant et à fournir une alerte précoce. L'armée taïwanaise a également mis en place de solides défenses cybernétiques et informationnelles, notamment des systèmes de communication redondants et des stratégies de lutte contre la désinformation pour contrer la guerre numérique destructrice de la Chine. Grâce à ces investissements et innovations, Taïwan a cherché à dissuader la Chine d'envahir. Taïwan a tout fait pour se présenter comme une cible presque impossible à attaquer sans que la force d'invasion ne subisse de lourdes pertes. Cependant, à un certain moment, la Chine pourrait simplement décider que la fin justifie les moyens, et Pékin pourrait être prêt à accepter ses pertes tant qu'elle obtient ce qu'elle veut. La réalisation de la quête de longue date du président Xi Jinping pourrait unifier enfin la Chine et Taïwan. Donc si une invasion commençait, il ne fait aucun doute que Taïwan disposerait de systèmes solides pour se défendre. Mais il pourrait commencer à fléchir sous le poids écrasant de la force d'invasion. La phase initiale du conflit serait potentiellement l'une des plus sanglantes et brutales que le monde ait jamais connues. L'armée taïwanaise déploierait tous les missiles, l'artillerie et les défenses aériennes dont elle dispose, concentrant ses efforts sur les principales villes portuaires et les points d'entrée côtiers, comme les ports, les plages, les ponts et les chaussées, avec un objectif principal en tête, gagner du temps. Elle se concentrerait uniquement sur le fait de retarder l'invasion le plus longtemps possible, afin de donner au reste du monde le temps de réagir, de répondre et d'envoyer de l'aide. La Chine, quant à elle, déploierait ses vastes forces navales et aériennes, tout en lançant simultanément des cyberattaques et des frappes de missiles, avec l'objectif exactement opposé à celui de Taïwan en tête. Alors que Taïwan chercherait à retarder et à prolonger la phase initiale du conflit, la Chine voudrait qu'elle soit terminée le plus rapidement possible. Une fois qu'elle aurait un point d'appui sur la côte, elle pourrait envoyer des troupes dans les grandes villes comme Taipei et gagnerait déjà la guerre dans une certaine mesure. Pékin pourrait simplement continuer à transporter des soldats et d'autres ressources à travers le détroit, constituant ainsi une force de plus en plus importante et irrésistible sur l'île. Pour anéantir toute défense restante et sans aucune voie de sortie disponible, le peuple taïwanais serait confronté à un choix sombre entre la mort ou la soumission. Il est impossible de prédire une guerre, surtout une comme celle-ci avec autant de variables. Mais le résultat final de ces premières étapes dépendrait en fin de compte de la partie qui se serait préparée et planifiée le plus efficacement, avec l'attaque implacable de la Chine se heurtant à la stratégie du porc-épic de Taïwan, et un grand nombre de soldats, comme de civils perdant sans aucun doute la vie ce faisant. Les premières étapes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont été horribles, avec de nombreuses victimes civiles, des rapports de crimes de guerre de masse et des scènes de destruction inimaginables. Ce serait pire. Les deux camps subiraient des pertes, et la densité de population extrême de Taïwan signifie que la population locale subirait rapidement de lourdes pertes. Même s'ils cherchaient refuge dans les différents centres commerciaux souterrains et autres structures souterraines des grandes villes de Taïwan, ils seraient exposés à un bombardement quasi constant,
alors que les missiles chinois pleuvraient du ciel, et que des essaims de drones rempliraient les airs. Mais c'est ce qui vient ensuite qui rendrait vraiment la guerre entre la Chine et Taïwan bien pire que la guerre en Ukraine, car d'autres pays dans le monde ressentiraient probablement le besoin d'intervenir et d'entrer dans la mêlée. Encore une fois, rien n'est certain ici, car même les alliés les plus proches de Taïwan ont exprimé au fil des années des niveaux de soutien et d'engagement variables pour défendre l'île. Cela dit, plusieurs pays, y compris les États-Unis, la plus grande superpuissance militaire du monde, ont juré d'intervenir et d'aider le peuple taïwanais s'il venait à être attaqué. Le Japon aussi pourrait prendre des mesures militaires contre la Chine, ou apporter son soutien à Taïwan d'autres manières. Il n'est pas clair exactement comment ces pays réagiraient, car ils ont historiquement maintenu une politique d'ambiguïté stratégique, refusant de préciser quelles actions ils prendraient si une invasion devait avoir lieu. Mais ces deux nations, surtout les États-Unis, peuvent grandement influencer le conflit, qui pourrait vite dégénérer si d'autres pays s'en mêlent. Et comme il s'agirait d'un conflit aussi bref et intense, les décisions devraient être prises rapidement. Ce ne serait pas comme en Ukraine, où les alliés de Kiev à travers l'Europe et l'Amérique du Nord ont pu se permettre des semaines ou des mois pour discuter et débattre du type d'aide à fournir et de la manière de répondre à l'agression de la Russie. Les pays devraient réagir beaucoup plus rapidement, avec des délais serrés et des échéances imminentes qui augmenteraient encore davantage les risques d'escalade. Ceci n'est qu'une des raisons pour lesquelles de nombreux experts estiment qu'une guerre entre la Chine et Taïwan est le précurseur le plus probable d'une troisième guerre mondiale. Parce que si la Chine franchit le pas en lançant son invasion, elle ne voudra pas s'arrêter avant d'avoir atteint ses objectifs. Si les États-Unis interviennent ensuite, soutenus par ses alliés de l'OTAN, il est facile d'imaginer comment la situation pourrait dégénérer. La Russie et la Corée du Nord pourraient soutenir la Chine, provoquant un conflit qui transformerait le monde pour des générations, avec des pertes humaines inimaginables, et même la menace constante d'une dévastation nucléaire, car la plupart, sinon toutes, les puissances nucléaires du monde pourraient être entraînées dans la bataille. Ceci, bien sûr, est le pire des scénarios. Il reste encore une possibilité qu'une invasion chinoise de Taïwan ne déclenche pas nécessairement un conflit mondial. Même dans ce cas, même si la Chine obtenait simplement ce qu'elle voulait et prenait le contrôle de l'île en quelques semaines, cela aurait tout de même le potentiel de causer bien plus de dégâts au monde tel que nous le connaissons que la guerre en Ukraine. Pas en termes de pertes humaines, mais en termes de dégâts économiques. Pourquoi ? Parce que Taïwan est la force dominante dans l'une des industries les plus importantes au monde, l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des matériaux essentiels utilisés pour fabriquer de nombreux composants électroniques modernes qui alimentent notre monde, des transistors aux microprocesseurs d'ordinateurs et aux cellules solaires. D'innombrables appareils dépendent de ces semi-conducteurs, et Taïwan, principalement grâce à sa société de fabrication de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, est le leader dans ce domaine, produisant les puces les plus sophistiquées, compactes et puissantes pour les smartphones, les ordinateurs, les systèmes d'IA et bien plus encore. Alors que d'autres pays, y compris les États-Unis, travaillent à améliorer leur propre industrie des semi-conducteurs, on ne peut pas sous-estimer l'importance de Taïwan dans ce secteur. C'est le seul endroit au monde capable de fabriquer des puces aussi avancées, à une telle échelle. Toute perturbation de l'industrie des semi-conducteurs de l'île aurait un impact direct sur la production d'appareils électroniques, grand public, d'automobiles, de dispositifs médicaux et de systèmes militaires dans le monde entier. La guerre pourrait, par exemple, entraîner la destruction des infrastructures de semi-conducteurs à cause de frappes de missiles et de bombardements, ce qui provoquerait l'effondrement de l'approvisionnement mondial en puces. La Chine pourrait, à l'inverse, choisir de ne pas cibler intentionnellement les installations taïwanaises de fabrication de puces, mais plutôt d'en prendre le contrôle, acquérant ainsi un immense pouvoir économique et une grande influence. Dans tous les cas, les conséquences seraient énormes et des répercussions se feraient sentir dans le monde entier. Alors que des appareils électroniques du quotidien comme les smartphones, les PC et les centres de données subissent des pénuries soudaines, le rythme du développement technologique ralentit jusqu'à s'arrêter, le coût des services de cloud computing explose, la production de nouveaux véhicules chute de façon spectaculaire, les programmes de développement militaire et médical sont retardés, et le monde entier devient encore plus dépendant de la Chine qu'il ne l'était auparavant. Comme indiqué, rien de tout cela n'est certain, et il existe presque une infinité de façons dont une guerre entre la Chine et Taïwan pourrait se dérouler.
Mais dans presque tous ces scénarios possibles, les coûts seraient énormes, avec de nombreuses vies perdues, des infrastructures précieuses détruites, des alliances internationales mises à l'épreuve, et l'avenir du monde tel que nous le connaissons à jamais bouleversé. Maintenant, découvrez comment Taïwan pourrait se défendre suffisamment longtemps contre une attaque chinoise pour empêcher Pékin d'atteindre ses objectifs dans cette vidéo. Ou regardez cette vidéo pour voir comment les États-Unis préparent déjà une arme secrète qui pourrait écraser la tentative d'invasion chinoise avant même qu'elle ne commence. Et pour vous assurer de rester informé et à jour sur les dernières actualités militaires concernant la Chine, Taïwan, la Russie, l'Ukraine et bien plus encore, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui.